Bonjour à tous, je suis Roland Massenet, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale et nous avons l'immense honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandra Garcia qui est Applied Research Consultant chez le leader mondial de l'aménagement de bureaux, Steelcase. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors sujet d'actualité, les entreprises finalisent les accords avec les organisations syndicales sur le travail hybride. Euh, un consensus semble se trouver autour, pour tous les métiers de service qui le permettent, autour de 3 jours au bureau, 2 jours en télétravail. Les startups dans la tech sont souvent permettent souvent du télétravail à 100% pour certaines professions. Dans l'industrie, bien sûr, on est plus sur les territoires, mais finalement, après ces 24 mois de remous, de difficultés, d'interrogations, on se retrouve au bureau dans un contexte différent et Sandra va nous éclairer sur la meilleure manière d'aborder ces réflexions. Comment est-ce qu'on peut aménager son bureau pour plus de productivité et surtout plus de bien-être pour nos collaborateurs. Avant de commencer, vous êtes toujours aussi formidable. La semaine dernière, vous étiez de plus de 250 pour suivre Pierre Paperon. Pierre Paperon qui nous a parlé d'éthique managériale autour du thème le bon, la brute et le truand. N'hésitez pas à réécouter ou à écouter sa masterclass. Elle est disponible sur Spotify et maintenant sur Deezer, sur Google Podcast, bientôt, si ce n'est pas encore le cas, sur Apple Play. Ou sur notre chaîne YouTube, une intervention absolument passionnante. Alors, qui sommes-nous? Les masterclass de l'excellence commerciale ne seraient pas possibles sans le support d'Incentive. Incentive répond à un besoin de moderniser les outils des managers pour les aider à devenir de meilleurs coachs et utiliser toutes les technologies et les techniques de sciences cognitives qu'on a aujourd'hui sur les applications mobiles grand public pour apprendre une nouvelle langue ou pour se lancer un défi comme courir un nouveau marathon. Appliquer ces technologies et ces techniques à l'environnement d'entreprise et sortir des emails, des fichiers Excel pour coacher plus efficacement ses collaborateurs. Incentive travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays pour onboarder, former, animer la performance et coacher, faire grandir les collaborateurs des grandes entreprises. Voilà, on digitalise le processus de coaching de la performance dans des secteurs aussi variés que la banque, l'assurance, la grande distribution, la restauration. Voilà. Voilà pour la page de publicité. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec Sandra. Et Edouard, peut-être tu peux nous faire un portrait de Sandra avant qu'on entame cette masterclass. Et avec plaisir. Alors Sandra, après des études à Monterrey au Mexique, vous débutez en tant que Trade Marketing and Distribution Analyst chez la British American Tobacco. Un peu plus d'1 an après, vous décidez de faire vos valises et partez chez Steelcase en France, leader mondial de l'aménagement de bureaux. Pendant 12 ans, vous avez pu rencontrer des clients globaux, des architectes ainsi que des designers sur des projets de création de nouvelles expériences de travail afin de développer l'engagement et le bien-être des salariés. En parallèle de votre quotidien professionnel, vous suivez une formation à Sciences Po Paris en sociologie de l'entreprise et stratégie du changement en 2018. Vos connaissances vous permettront d'explorer et d'approfondir votre compréhension des besoins des clients, toujours en privilégiant une approche collaborative. Vous utilisez d'ailleurs la méthodologie Design Thinking, une méthodologie de travail d'intelligence collective facile à mettre en œuvre au sein des équipes. Votre expérience et votre expertise vous donnent une perspective sur nos bureaux. C'est aujourd'hui avec la popularisation du travail hybride que vous nous informez sur l'impact trop souvent sous-estimé de l'espace de travail sur notre efficacité et notre bien-être. Alors Sandra, après un tel parcours, vous avez vu des environnements des industries très variées, dans des pays différents. Finalement, aujourd'hui, vous allez nous parler de ces 5 stratégies pour adapter notre environnement à ce travail hybride. C'est le fruit de nombreuses recherches. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des recherches en cours que vous avez menées chez Steelcase?
En effet, je vous expliquais que voilà, chez Steelcase, on a la chance, et c'est une chance immense, d'avoir une équipe qui s'appelle Workspace Futures, qui fait qu'est la recherche fondamentale. Et bah, je fais partie d'une équipe qui travaille aussi en collaboration avec eux, qui s'appelle Recherche appliquée et conseil. Et depuis le mois de mars de l'année dernière, étant donné, on a vu en fait sur le média combien de spéculations, combien des gens prenaient position, voilà ce qui va se passer dans le futur, mais personne ne savait en fait. Et nous, étant donné qu'on a toujours cette bras de recherche qui est très important pour nous, on s'était dit, bah, on ne veut pas juste jouer ces jeux et faire d'essayer de deviner ce qui va se passer. On veut, dans la mesure des possibles, avoir une posture qui est informée, qui est objective et, comme je disais, dans la mesure des possibles, informée par la science. Donc, on a lancé beaucoup d'études. Aujourd'hui, on est à plus de 11 études primaires dans plus de 11 pays. Ça veut dire qu'on a touché, soit par des interviews, soit par des enquêtes, à plus de 52 000 utilisateurs dans le monde. Et on a analysé aussi plus de 27 000 espaces pour pouvoir, comme je disais, avoir un point de vue informé sur ce qui se passe aujourd'hui et éventuellement qu'est-ce que ça veut dire pour le monde du travail de demain. Et alors, quelles ont été les grandes conclusions de ces études? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Peut-être aussi avec des différences géographiques, hein. Je crois que vous avez vu des différences entre les continents lors de ces études. Oui, bah après, j'ai envie de dire, les grandes lignes vont rester quand même là. On voit, et si vous passez à la slide suivante, on sait que voilà, les entreprises, et ça, c'est une enquête qu'on a fait auprès des décideurs. Donc, on a demandé aux décideurs, dans le futur, qu'est-ce que vous allez faire? Encore une fois, dans le média, on voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient le bureau va disparaître, maintenant le télétravail c'est la panacée, tout le monde va partir en télétravail. C'est fort probable que les patrons, les grands patrons vont commencer à vendre leurs bureaux, etc. Et une fois qu'on parle aux patrons, qu'on dit bah, voilà, voilà ce qui se passe, est-ce que vous allez retourner au bureau, est-ce que vous allez partir en télétravail comme le média dit, ou est-ce que vous allez faire un entre-deux. Pour la France, dans tous les cas, 62% des patrons nous ont dit qu'ils vont partir sur un mode hybride. On voit que 7% en fait qui vont vraiment partir sur une stratégie de 100% télétravail et 30% finalement qui restent quand même attachés à la notion de bureau. Parce que, et on le sait, et c'est naturel aussi, il y a beaucoup de gens qui se disent bah, le bureau reste quand même le lieu, on devrait rester le lieu privilégié pour faire du travail, pour être ensemble, pour collaborer et ainsi de suite. Après, je vous ai laissé quelques chiffres aussi. Par exemple, vous voyez, les États-Unis, bah, on parle de 72. Si on prend les UK, c'est pareil, le côté hybride, il est aussi important autour des 72. Et je me dis, bah, avec tout le cadre légal français et tout l'historique en fait lié au bureau, c'est un peu normal que ça soit pas si grand, mais je suis quand même déjà surprise de l'agilité, la flexibilité en fait des entreprises parce que moi, ça faisait depuis des années que j'étais chez les clients et je disais, bah, les collaborateurs demandent du télétravail, est-ce que vous avez pensé à mettre un ou deux journées? Et la réponse, normalement, c'était non. Non, c'était pas possible, non, chez nous, ça marche pas. Et là, comme quoi, on voit que oui, et du coup, oui, on part sur la formalisation de télétravail. Et On a pour le coup, accéléré, mais finalement, vous dites aussi que les entreprises sont pas tellement préparées. bah, il manque, en fait, normalement, dans la démarche d'accompagnement qu'on fait, parce qu'on accompagne aussi les entreprises qui changent de mode de travail, qui changent dans la façon d'interagir. Et c'est vrai que normalement, c'est un accompagnement long, parce que ça veut dire qu'il y a des protocoles différents, il y a des rapports différents à la hiérarchie, il y a des rapports différents aussi aux outils. Donc, normalement, comme je disais, bah, on prend le temps de cadrer tout ça. Là, c'est un peu la situation qui a fait que les gens bah, sont partis chez eux et ils ont fait comme ils pouvaient. Après, ça s'est bien passé. On a vu aussi pas mal d'études qui disaient bah, la productivité, elle est là. Je me demande à quel niveau aussi c'est les gens en fait qui prenaient sur eux et qui avaient envie de montrer que ça marchait parce que ça faisait, comme je disais, depuis des années que les gens demandaient à avoir la possibilité. Normalement, la réponse de la direction c'était toujours non. Et là, c'était la possibilité de montrer que voilà que c'était pas une mauvaise idée et qu'on pouvait leur faire confiance. Donc voilà, ça a marché. Je pense qu'il y a toujours des choses qu'il faut quand même cadrer. Donc ça vaudrait la peine en fait de regarder ça juste pour être sûr que tout marche bien, quoi. Et vous citez une étude de McKinsey, hein,
qui dit que finalement, dans ce futur hybride, tout le monde n'est pas encore prêt à avancer dans cette direction, ou les organisations n'ont pas encore de programme bien défini? Oui, c'est ça. En fait, bah, quand on dit 72% disent, bah, pour le coup, on va faire hybride. Mais qu'est-ce que ça veut dire hybride? Et là, je vous mets sur l'écran deux modèles. Bah, on aime toujours une belle charte de distribution. Donc, ça veut dire que soit que vous prenez la charte à droite, bah, si vous allez rentrer dans le travail hybride, ça veut dire que votre cas, c'est le vôtre et c'est hyper particulier. Et ça veut dire que vous pouvez vous trouver n'importe où en fait dans la charte. Et c'est pareil, si vous prenez la charte à gauche de Linda Gratton, c'est un très très bon article qui est sur HBR, qui est sorti récemment. Et ça, on parle pareil, c'est-à-dire on part du bureau traditionnel et il y a deux axes. Ça veut dire qu'il n'y a plus de contraintes de lieu et peut-être il n'y a plus de contraintes de temps. Donc ça veut dire que je pourrais être n'importe où ou au bureau n'importe quand, ou n'importe où et n'importe quand. Et ça veut dire que, encore une fois, l'entreprise, votre entreprise, peut se trouver dans n'importe quel lieu de cette charte. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qui a marché pour l'autre. Il faut voir dans le cas par cas. Et comme vous dites, c'est naturel, si vous prenez la slide suivante, c'est de par cette situation que voilà, l'étude de McKinsey nous dit bah, 68% d'entreprises n'ont pas encore mis en place un programme défini, n'ont pas encore communiqué, n'ont pas encore pris des positions parce que bah, il y en a beaucoup qui sont dans le j'attends de voir parce que c'est quand même des grosses décisions et des gros efforts, et des ressources, des temps financiers aussi à prendre en compte et à mettre en œuvre. Donc, c'est juste naturel que voilà, dans tout cette océan d'inconnu, d'incertitude, bah, on dise bah, pour le coup, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que ça veut dire chez moi. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette liste de voilà quelles stratégies pour aider les organisations à mieux naviguer le travail hybride qu'il faut mettre en place. Alors, ce que vous commencez par nous dire, c'est il faut commencer à avoir une stratégie de mobilité. C'est ça. Bah déjà, il faut prendre position. On part c'est comme Simon Sinek, hein, on part de pourquoi. Si je veux garder, si j'ai décidé en tant que leader de faire 100% télétravail, pourquoi? Et si je décide que les gens vont revenir au bureau à 100%, c'est le pourquoi. Et si je vais dire, bah, c'est travail hybride, bah, pourquoi faire? Quel est l'objectif en fait? À quoi ça sert un bureau? À quoi ça sert d'avoir un siège social? Quelle va être l'utilité? Quel va être le rôle? Je pense que maintenant, plus que jamais, il y a cette intentionnalité derrière qu'il faut y avoir. Et voilà, je sais que je vous ai promis 5 stratégies. Je me suis dit qu'il fallait commencer quand même de zéro, de la base, qui n'est pas la stratégie de bureau, mais il faut reconnaître la situation dans laquelle on est. Et c'est en lien à ce que vous disiez tout à l'heure. On a envoyé les gens travailler chez eux. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne se sont même pas posé la question, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'ils travaillent correctement? Est-ce qu'ils ont un lieu où travailler? On a fait beaucoup de recherches. La toute première recherche qu'on avait faite, c'était lié à l'expérience de télétravail. Et on s'est rendu compte qu'en fait, l'expérience de télétravail était diverse et variée. Ça dépend à qui vous posez la question. Donc, si on dit travail hybride, et là, bah, la discussion, c'est pour comment adapter le bureau, mais il faut penser aussi à qui est de l'autre côté de l'écran. Et la personne qui est de l'autre côté de l'écran, la plupart est chez lui ou chez elle. Donc, il faut savoir que l'installation, là où ils sont installés, est-ce que c'est une installation temporaire? Est-ce que c'est une zone multifonctionnelle? C'est-à-dire, je vais me mettre dans la table de la cuisine, mais voilà, je me suis installée là et c'est là où je travaille toujours. C'est pas la même expérience que si vous avez un espace de travail dédié où vous dites, là, je travaille. Dans le meilleur des cas, mais on sait que c'est pas facile et c'est pas accessible pour tout le monde, c'est avoir un pièce de bureau qui est dédié. La productivité, l'engagement, c'est pas le même si voilà, si je me mets à travailler sur mon lit, sur mon canapé, versus je me mets dans une zone qui est dédiée. Donc, si vous passez les slides rapidement, juste pour montrer, comme je disais, pas tout le monde va avoir l'opportunité d'avoir un bureau dédié. C'est the best des scénarios parce que là, c'est ce qu'on disait, on arrive à fermer la porte et on laisse le travail derrière et on sait qu'on a tous les outils déjà installés et tout. Mais voilà, c'est juste le fait de dire, bah,
on donne une petite somme, même une toute petite somme de la maison pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour être productive. Sinon, bah, c'est vrai que c'est un peu difficile. Après, bon, on peut dire 2 jours par semaine, ça passe, je peux faire l'effort. Bah oui, mais après, on a des gens qui disent j'ai mal au dos, je n'ai pas bougé de la journée, je suis fatiguée, j'étais devant Zoom, assis toute la journée, c'est pas génial. Alors, développer une stratégie de mobilité, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'il faut aborder cette réflexion avec ses collaborateurs ou avec son comité de direction? Exactement. Et je pense que vous avez, bah, pour la première fois, je pense, ce qu'on dit aux entreprises, et ça part de mon profil aussi, comme je vous disais tout à l'heure, je suis toujours dans une approche d'éco-création parce que c'est ce qui marche le mieux. Et c'est la façon la plus facile, en fait, pour faire adhérer les gens. Et à la place d'avoir un point de vue qui est juste le point de vue de l'entreprise et voilà, et après on impose à tout le monde, bah, aujourd'hui, on est dans une logique où oui, le point de vue de l'entreprise, le pourquoi je veux avoir un siège social, c'est important, mais aussi, bah, il va falloir prendre en compte les besoins de l'individu et les besoins de l'équipe. Aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de facteurs qui vont jouer sur qu'est-ce qu'on fait et comment on fait. La culture de l'entreprise fait partie, quel type de fonction vous avez. C'est très facile pour les entreprises et moi j'ai vu des clients, surtout l'année dernière quand le truc de Covid et tout démarrait, des clients qui disaient bah, c'est pas grave, on va demander à tout le monde de faire du télétravail 12 jours, donc 12 jours tout le monde imposé, parce que ça va nous permettre de réduire les mètres carrés des temps. Et voilà, mais est-ce que la fonction le permet? Est-ce que tout le monde peut se dire bah, je veux est-ce que tout le monde veut déjà? Il y a des gens qui continuent en fait à préférer d'aller au bureau et il faut que ces gens ne se posent pas la question de bah, il faut que je sois chez moi, quoi. Donc, il faut prendre aussi en compte la situation personnelle. Il y a des gens qui sont partis, qui ont quitté la ville parce qu'ils voulaient s'installer. Donc, tout ça, ça joue. On a vu par exemple la stratégie, ça a beaucoup été dans le média, comment Apple a dit bah, voilà la stratégie, et après tous les employés qui se sont plaints, renversés, fait de la communication pour dire non, on n'est pas d'accord. Donc, encore une fois, ça, on n'est pas dans la co-création. Donc, quelle est la meilleure approche du point de vue des employés? Quelle est la réalité des employés? Et quel est le point de vue de l'entreprise? Et éventuellement, trouver quelque chose qui marche pour tout le monde, toujours en prenant en compte, voilà, il y a des politiques qui doivent se mettre en place, il y a la conduite des changements qui doit avoir lieu, il y a des formations parfois pour les équipes hybrides, comme je disais, pour les nouveaux protocoles, et quel type de données qualitatives et quanti on peut mettre en place pour aider la prise de décision pour que ça soit pour que ça colle le plus possible à la solution finale. Et finalement, dans ce que vous dites, c'est une approche très pragmatique, hein, d'expérimentation et d'amélioration régulière, hein. Complètement, complètement. Et ça, c'est la deuxième stratégie. Je pense que encore une fois, on a demandé aux entreprises qu'est-ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils allaient faire un Big Bang et tout changer? Est-ce qu'ils allaient revenir à la réalité, en fait, de ce qu'ils ont connu avant? Et c'est vrai que la plupart, ils disent, bah, déjà, on sait qu'on n'a pas la réponse, qu'on va pas l'avoir. Et voilà, peut-être la meilleure des solutions, c'est se mettre vraiment dans une approche et un mindset surtout d'apprentissage, de test and learn. On accompagne aussi beaucoup d'entreprises qui mènent des projets pilotes pour savoir ce qui marche pas, comment on évalue en fait ce qui marche pas, comment on change les choses, comment on fait la V1, la V2, la V3, etc. Parce que c'est finalement comme ça. Et c'est pour ça que la co-création est importante, parce que finalement, c'est avec les gens qu'on va pouvoir arriver à la bonne, vraie solution. Et c'est ça finalement. On réinvente l'expérience de travail, mais on la réinvente petit à petit grâce à des itérations qu'on fait avec tout le monde. Et alors, comment est-ce qu'on accompagne cette transformation qui est parfois assez radicale pour certains collaborateurs qui, du jour au lendemain, ne sont pas forcément bien équipés, soit chez eux, soit même moralement, psychologiquement, pour changer de mode de travail quand on a vécu pendant 20 ans ou 25 ans dans une entreprise en fonctionnant toujours de la même manière? Se réadapter, ça peut être assez traumatique. Comment est-ce qu'on accompagne le changement de ce genre de projet? Oui, c'est compliqué et c'est un travail de longue haleine. Et c'est la troisième stratégie. Je vous ai donné ici à droite en haut, vous voyez
le modèle de ProSci. ProSci, c'est un peu la référence au niveau de formation, de certification en conduite des changements. Ils ont plus de 20 ans de recherche en fait sur les stratégies pour bien mener les changements, ce qui marche pas. Et en gros, je pense que le problème, c'est que pour la plupart de fois, surtout parfois les leaders vont avoir une approche très technique au projet. C'est-à-dire, je vais me préoccuper que les choses se fassent en temps, en budget, qu'ils soient bien délivrés, bien dessinés, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout changement va impliquer une étape de transition. Et dans cette étape de transition, il y a le ne pas savoir, l'incertitude. Et ça, il faut expliquer aux gens parce que, c'est-à-dire, c'est la façon dont on a des résultats positifs. Hein. C'est le fait que les gens soient d'accord, que les gens sont convaincus, que les gens disent oui, c'est la bonne réponse, je veux y aller, je veux aussi contribuer, je veux faire partie. Et ça, c'est toute la partie people d'un changement, d'une transition. Donc, comme on disait, nous, normalement, on implique toujours des ambassadeurs, on implique des change champions, qui vont un peu représenter en fait tous les services, tous les types de populations qu'on peut avoir au sein d'une organisation. On favorise l'inclusion à tous les niveaux, comme je disais au début. Il ne suffit pas juste de parler en fait au comité exécutif. Il faut parler aux gens qui font le travail parce que éventuellement c'est leur solution, c'est là où ils vont habiter. De quoi ils ont besoin. Il y a cette notion aussi de travail réel qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire, normalement, on a fait des bureaux où il y avait plein de bureaux individuels attribués en se disant, les gens ont besoin des bureaux. Mais si on demande et si on regarde vraiment quel est le travail réel, on s'est rendu compte que les gens, en fait, passaient peu de temps à leur bureau parce qu'il y a tellement de choses, en fait, qui font partie du travail aujourd'hui que ça ne colle plus. Donc, l'intention, c'est inclure, voir de quoi ils ont besoin pour pouvoir apporter une solution qui correspond, qui est attractive et qui apporte la valeur. Et éventuellement, aussi, toute la notion des protocoles, d'expliquer pourquoi, quels sont même les protocoles, il faut les co-créer. Parce que c'est eux, comme je disais, c'est eux qui habitent le lieu. Donc, qu'est-ce qui fait du sens, comment on se comporte, c'est des choses qui sont très, très, très liées à la culture organisationnelle aussi. Donc, tout ça, il faut les créer, il faut les implémenter, il faut les renforcer. Et finalement, je pense, et vous voyez la petite charte, c'est une autre étude de McKinsey qui disait, qui explique qu'en gros, quand il y a une anxiété de par le fait qu'on ne sait pas ce qui se passe, notre patron ne communique pas, on ne sait pas si on va rester comme ça, changer, etc. Là, il y a une anxiété qui amène les gens à être jusqu'à 3 fois plus propices à faire un burn-out. Donc, en fait, tout ça pour dire, c'est même le fait de dire travaillons, faisons quelque chose, il faut être en mouvement. Ça sert à quelque chose. Même le fait de dire on ne sait pas, mais on y travaille. On ne sait pas, mais on va y travailler, ou on va y tester, ça aide énormément. Parce que juste le fait, même parfois juste le fait moi je dis informer, c'est pas communiquer. Parce qu'il y a pas, déjà il n'y a pas un loop positif, mais il n'y a pas de feedback. Si encore on n'a même pas de communication et de visibilité sur quelle est la pensée en fait de leader, de décideur, ça peut être très 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 angoissant. La semaine dernière, avec Pierre Papron, on explorait les enjeux éthiques liés au télétravail. Finalement, je suis un collaborateur, je suis chez moi. Et on voit que certains travaillent 60-70 heures par semaine parce qu'ils sont chez eux et ils sont complètement focalisés, ils prennent à peine le temps de déjeuner. D'autres sont tentés par le canapé qui est juste à côté et les séries télé. Et ils suggéraient finalement, très aligné avec ce que vous dites, de mettre à plat ces sujets avec les collaborateurs pour réfléchir le changement ensemble, pour réfléchir l'éthique ensemble et pour se mettre d'accord finalement sur un set de valeurs communes ou d'actions ou de protocoles communs. Oui, exactement. C'est un peu dans la logique de la matrice que je vous montrais de n'importe où, n'importe quand. Si je suis d'accord avec ma chef que voilà, est-ce que j'ai besoin que tu sois disponible de telle heure à telle heure, juste soit là. Mais je pourrais aussi avoir un chef qui me dit, tant que tu as fait ton travail, si tu veux le faire à 10 heures le soir, ou si tu veux le faire le matin, si tu veux aller faire un cours de yoga, revenir, aller chercher ton fils, machin, mais le travail est fait, j'ai pas de problème par rapport à ça. C'est des choses en fait que
qu'on ne se dit pas trop et Oui. on ne sait pas en fait quelle est la posture de tout le monde et de chacun. C'est quand même des conversations importantes juste pour savoir quel est le mindset en fait des gens parce qu'on le sait, il y a beaucoup dans l'expérience de télétravail, il y a beaucoup de gens que la chose qu'ils ont appréciée le plus, c'est la découverte de l'autonomie et de la liberté qu'ils n'avaient pas. Et il y a des entreprises qui sont parfaitement à l'aise avec ça. Tant Oui, qu'on remplit nos objectifs hein, et qu'on fait ce qu'on allait faire. ce qui est terrible, c'est quand il y a du non-dit, avec des attentes qui divergent entre des managers à l'ancienne et puis des jeunes collaborateurs. L'un pense beaucoup plus contrainte de lieu, contrainte de temps, et l'autre pense beaucoup plus résultat. Donc il y a des frictions. Et donc tout l'enjeu, c'est finalement de faciliter pas simplement l'information, comme vous disiez très bien, Sandra, mais la communication et s'assurer que ces normes sont redéfinies ensemble. Hein. Complètement, complètement. Et je rejoins tout à fait. Même avant, quand on faisait par exemple un simple passage au flex, quand on appliquait un activity-based working, new ways of working, si on était dans une entreprise qui marchait dans un mode managérial des commandes and control, c'est-à-dire je vais vous voir là de telle heure à telle heure, et c'était juste le fait d'y être, c'était très compliqué. Il fallait tout un accompagnement des managers, mais aussi des utilisateurs, expliquer le pourquoi et après promouvoir beaucoup le lead by example. Si je vous mets des sons différents pour dire changer de posture, changer de lieu, aller vers les autres, mais finalement je vous flique de que vous n'êtes pas là, les gens sont pas très rassurés et ils continuent en fait à répliquer les anciens comportements. Donc c'est pas anodin, c'est un gros sujet et c'est super important. Alors, le quatrième axe de travail que vous nous proposez, c'est de repenser la collaboration hybride. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, bah, la collaboration hybride, en gros, c'est déjà dans les études, ce qu'on a vu, c'est que la plupart des gens parlaient une des raisons pour lesquelles j'ai envie de retourner au bureau, c'est parce que la collaboration me manque. C'est-à-dire, si je retourne, c'est pour voir les autres, c'est pour être en face à face, parce que les conversations sont beaucoup plus fluides, parce que la prise de décision elle est beaucoup plus rapide aussi. Les interactions sont beaucoup plus sympas. Donc, on s'était dit, bah, il y a un sujet par rapport au fait que dorénavant, bah, oui, les gens veulent revenir pour collaborer, mais les gens veulent aussi rester chez soi. Donc, ça veut dire qu'au moins, à chaque fois qu'on collabore, il y a la possibilité qu'il va y avoir au moins une personne qui va être à distance. Donc, cette personne qui va être à distance, il faut qu'elle puisse participer de la meilleure manière. C'est-à-dire, je peux pas ou je veux pas me sentir comme ce qu'on dit en anglais un second class citizen, c'est-à-dire je suis moins important que les autres parce que je suis pas là. Je suis moins important que les autres parce que les gens ne m'ont pas dans le champ de vision. Je vois pas parfois qui est là. Et du coup, on a développé 3 concepts par rapport à la collaboration hybride. Il faut savoir aussi que déjà quand vous prenez les salles de réunion qu'on trouve dans toutes les organisations, bah, on trouvait une table et des chaises. Pas de techno, parfois il y a un téléphone, parfois il n'y a pas. Mais voilà, ça, juste pour dire, bah, en termes de technologie, il va falloir faire quelque chose parce que juste la table et 4 chaises, ça ne va plus suffire. Donc, on a développé 3 concepts. Hein. On les appelle équité, engagement et simplicité. C'est 3 choses à tenir en tête. La première, l'équité, c'est comme je disais, qu'est-ce que je fais pour que les participants soient tous au même niveau? Pour qu'il n'y ait pas une personne qui se sent laissée de côté. L'objectif, en fait, c'est abolir la distance. Comment j'ai fait pour abolir les distances? Et là, ce qui est super intéressant, notre chief informatique chez Steelcase, il dit c'est incroyable parce qu'en fait, il faut presque se remettre dans la peau d'un directeur de cinéma. Maintenant, il faut penser à l'éclairage, il faut penser à l'acoustique, il faut penser au champ de vision, comment j'ai fait en fait pour que l'expérience soit bien pour tout le monde, soit bonne pour tout le monde. Et par exemple, quelque chose qu'on fait là, nous, chez Steelcase, on a une politique. Quand on fait des visios, même si on a des équipes qui sont dans une salle, et on appelle la salle, hein, on a tout ce qu'il faut, on a le champ de vision qui est correct, mais tout le monde prend l'ordinateur et tout le monde se connecte de son ordinateur aussi. Et on a toujours la caméra allumée. Donc, ça veut dire que la personne qui est à distance, il a la vue de la salle, mais il voit aussi ma tête, quoi.
parce que sinon, bah, c'est vrai que parfois, on a parfois un champ de vision qui n'est pas correct. Et en plus, bah, il y a les gens qui commencent à parler entre eux, on ne sait même pas qui parle, qu'est-ce qui se passe. Ne pas voir les visual cues, bah, ça manque quand même. Donc ça, c'est par exemple quelque chose qu'on fait d'habitude et on fait à chaque fois. La deuxième, c'est la notion d'engagement. On sait comment c'est difficile en fait d'engager les gens quand on est en virtuel, parce que c'est très facile. On prend le téléphone, on se met à côté, on envoie un email, on fait plus attention en fait. Donc, comment je positionne les individus? Est-ce que, comme je disais, est-ce que les champs de la caméra arrivent à donner la vue qu'il faut à tout le monde? Si jamais j'ai des outils de co-création, que ce soit des outils de co-création inclusive, c'est la même chose avec la conversation qui se passe à côté de la caméra et les gens ne savent pas ce qui se passe. Si moi, je m'élève pour commencer à noter sur un tableau blanc, mais la personne qui est à distance, il ne voit pas, bah, je désengage, quoi. Je fais plus attention. Donc ça, c'est une notion aussi importante. Et la troisième, je pense que c'est évident quand même, c'est la notion de simplicité. Comment je facilite les transitions, comment je mets en avant des outils technologiques qui sont un peu plug and play, qui vont être complémentaires et que les gens ne vont pas avoir peur d'utiliser, quoi, parce que là, ça va être quand même hyper important. Et dans la cinquième piste de réflexion, vous nous proposez de réfléchir à des espaces sûrs et inspirants. Le mot sûr, c'est la sécurité, c'est assez atypique comme mot dans un environnement professionnel. En général, on se dit que Ouais. l'environnement professionnel, il est déjà sécurisé. Pourquoi ce mot, cet adjectif sûr? Complètement. En fait, bah, juste pour la petite histoire, si vous voyez on a fait dans nos recherches aussi, on voulait comprendre en fait quels étaient les nouveaux besoins, les nouveaux besoins des utilisateurs dans le nouveau monde. Et en fait, si vous voyez, si j'y vais d'en bas jusqu'en haut, la notion des choix et des contrôles, la possibilité de choisir comment je travaille, où est-ce que je travaille, nous, on parlait déjà depuis au mois 2010, quelque chose comme ça. Bon, on parlait au sein d'un campus. Maintenant, et chez nous, ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours su que moi, c'est par rapport à mon agenda, mon état d'esprit, presque mon humeur, les activités que j'ai dans la journée. C'est moi qui décide où est-ce que j'ai fait mon meilleur travail. Et on a toujours été dans cette notion ici. Donc, la notion de contrôle, la notion de bien-être, prendre en compte en fait que les gens sont bien physiquement, cognitivement, émotionnellement aussi. La notion de productivité. Est-ce que on peut bien faire son travail? Est-ce qu'on peut bien faire son travail? Ça, c'est super important. C'est marrant parce qu'il y a l'organisation Lisman qui a lancé une enquête pour comprendre en fait l'expérience de télétravail, si elle était bonne, pas bonne, comment l'expérience de télétravail supportait en fait toutes les activités, j'ai envie de dire. Il y en avait 21 ou 20 et quelques. Et il faisait la même chose avec les bureaux. Et ils se sont rendus compte que les gens disaient parfois que leur espace en télétravail aidait mieux aux différentes tâches que le bureau. Ça veut dire qu'un espace qui n'a pas été conçu pour travailler, parfois supporte mieux le travail que les espaces qu'on propose en fait pour travailler. Donc, c'est vraiment de dire, bah, là, si je vous donner un espace pour que vous puissiez bien travailler, c'est un espace super, c'est un espace exceptionnel pour que vous puissiez bien travailler seul et bien travailler en équipe. Les sentiments d'appartenance, c'est quelque chose que je pense, bah, c'est pas une surprise, mais c'est la finalité commune. C'est venir ensemble. Pourquoi je viens au bureau? Pour retrouver mes collègues, parce que je fais partie d'une communauté, parce que je fais partie d'un tout. Et la seule chose qu'on a trouvée, parce que j'ai dit quels sont les nouveaux besoins, bah, en fait, il n'y avait rien de nouveau. C'est des choses qu'on fait et qu'on dit depuis des années. Mais la seule, c'était la sécurité. Parce que quand on demandait aux gens qu'est-ce qui les empêchait de venir, ou quelles étaient les préoccupations qu'ils avaient en tête, les gens nous parlaient déjà de la qualité de l'air. Des choses que, honnêtement, moi, j'avais jamais pensé dans ma vie. Quelle est la qualité de l'air à l'intérieur de mon bâtiment? Jamais. Les gens parlaient aussi des protocoles. Les gens parlaient aussi, mais est-ce que vous pouvez m'informer combien de fois est-ce que les bâtis, les bureaux sont nettoyés? Auparavant, on demandait aux gens qui font le nettoyage de venir presque la nuit quand on ne les voyait pas pour ne pas déranger. Aujourd'hui, côté, bah, ça rassure psychologiquement de voir que quelqu'un en fait est en train de nettoyer. Donc il y a la notion de sécurité. Bah, aujourd'hui, bah, on porte des masques, on se lave les mains, je ne sais pas combien de fois par jour. Donc il y a toute cette notion de sécurité qui ne va pas partir du jour au lendemain.
On arrive à la fin de cette masterclass. Un grand merci. Alors, on a deux questions traditionnelles pour tous nos invités. La première question, c'est quelle est votre plus belle expérience de management, Sandra? Oui, bah, je pense, j'ai eu récemment, en 2020, j'ai fait mon congé maternité. J'ai eu mon premier bébé. Et c'est vrai que je suis rentrée et moi, je voulais performer, quoi. Je voulais absolument dire, voilà, je suis là, je suis engagée, ça va. Et quand j'ai fait ma séance d'impact coaching avec mon manager, bah, elle voulait savoir, en fait, une année après, bah, comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai finalisé, etc. Moi, j'ai donné toute ma liste. Et elle m'a dit, bah, est-ce qu'il y a d'autres choses de quelles tu es fière? Je disais, bah non, mais je pense que voilà, tout ça, c'était complété, tout ça, j'ai bien fait. Et elle m'a dit, mais tu sais, tu oublies quelque chose de super important et c'est, bah, en fait, le retour de ton congé mat. C'est-à-dire, je pense que moi, le fait qu'elle a vu quelque chose que moi, j'ai décidé, et je pense que c'est culturel, hein, on ne veut pas en parler, on ne veut pas dire comment c'est difficile, comment la transition c'est difficile, comment c'est un bouleversement de ton identité, de ta vie, de ta routine et tout. Elle m'a dit, mais tu ne sais pas à quel point c'est difficile et c'est un bouleversement incroyable. Et je pense que d'avoir eu un manager qui se rend compte de ça, qui prend en compte le côté humain et de dire, bah, ça c'est un truc de ouf, hein. Ça, c'est pas un point facile de la vie et c'est quelque chose que tu as bien géré quand même et merci beaucoup. Bah, c'est surtout moi qui ai dit, bah, merci beaucoup parce que moi, en fait, je parlais même pas, quoi. C'est difficile, je parlais même pas. Très belle expérience. Une citation qui vous inspire, Sandra? Oui, bah, il y a un petit bouquin qui s'appelle Le Prophète. Je veux pas me De tromper. Khalil Gibran. Ouais. Mm. Et il y en a un qui parle de travail et il dit c'est par le travail que l'amour devient apparent. Et j'ai lisé récemment un bouquin d'Eddie Jabouk. Et c'est quelqu'un qui a été en Auschwitz. Et il parlait, en fait, il disait quelque chose pareil. Il disait, en fait, il faut se rendre compte qu'on fait partie de la société et que peu importe ce qu'on fait comme travail, notre travail est notre contribution à cette société et au fait que tout le monde soit bien, qu'il soit sûr, qu'il soit libre. Et je pense que ça, c'est super bon. On est toujours en quête d'essence, sans savoir que peut-être bah, les sens sont là. C'est-à-dire, il faut juste le voir, en fait. Mais on contribue d'une façon ou d'une autre. C'est par le travail que l'amour devient apparent. Un grand merci de ce partage. Quelques idées bonus. Alors bien sûr, là, sur le site de Steelcase, vous retrouverez beaucoup de ressources, guides pour collaborer dans des espaces hybrides. N'hésitez pas à vous y plonger, c'est absolument passionnant. On a sélectionné également un livre qui est une bible du design, The Design of Everyday Things, qui est également une belle référence dans le domaine. Et puis un livre d'Alexia de Bernardi qu'on aura le plaisir de recevoir dans les masterclass de l'excellence commerciale dans quelques semaines, les 130 règles pour mieux collaborer à distance. Alexia viendra nous en parler directement. Voilà, un immense merci à tous. Si vous êtes encore disponible quelques minutes, Sandra, on va prendre quelques questions. On a un peu débordé, donc il nous reste 5 minutes à peu près de questions. N'hésitez pas à les poser sur l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Et Edouard va nous les partager. Edouard, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? Et on mute. Ah, Edouard, on ne t'entend pas. Alors, je vois sur nos écrans une première. Allô? Ah oui, très bien, on t'entend. C'est bon? Excusez-moi. Première question, comment retrouver dans ces nouvelles formes de collaboration un bon niveau de communication informelle, c'est-à-dire tout ce qui se dit entre services, en off ou à la machine à café? Oui, bah ça c'est un peu, c'est un effort supplémentaire, c'est ça le truc, c'est un effort supplémentaire à faire. Nous, ce que j'avais fait, par exemple, bah, ça c'était à l'époque carrément du confinement, je me faisais des pauses café avec des collègues
On bookait parce qu'on savait qu'on était booké toute la journée et j'ai fait ça exprès de dire est-ce que vendredi, tu as 20 minutes pour qu'on prenne un café ensemble l'après-midi. Et c'était la seule chose de partager un peu en mode off parce que sinon c'est pas évident. Après, ce qu'on dit aussi, c'est aujourd'hui, quand on parle de travail hybride, rien ne nous empêche de mettre aussi de la technologie dans les espaces sociaux. Si on fait une petite célébration, si on fait un point café en équipe, est-ce qu'on peut aussi avoir un petit écran pour convier ceux qui font partie de l'équipe et qui ne sont pas là, mais pour se retrouver dans une autre ambiance. Encore une fois, ce n'est pas évident. C'est pour ça que revenir au bureau, c'est important. Mais on peut le faire. Il faut juste le faire de façon plus intentionnelle. D'accord. Et ensuite, que pensez-vous de la pratique des bureaux de passage en entreprise? Les bureaux de passage, moi j'entends, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par bureau de passage. Moi, par bureau de passage, j'entends que, par exemple, je suis passée à Paris. Ça m'arrive d'aller dans notre centre d'innovation à Munich et en fait, il y a des espaces où je peux m'installer. Nous, on n'a pas de bureau de passage. Nous, on a un work café où on peut travailler, on a la technologie, etc. Et il y a tout un tas d'applications ou des mobiliers en fait divers et variés pour que je puisse être en lounge, assis, debout, etc. Et moi, je pense que quand on est dans une situation comme ça de passage, il y a aussi des cabines où on peut s'isoler si on a besoin de bien se concentrer. Mais quand on est comme ça de passage, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de se rendre visible, se mettre là où tout le monde passe, pour le coup, parce que c'est la meilleure façon de connecter, en fait, de connecter finalement avec les autres. Si jamais on fait partie d'une équipe, normalement, l'équipe a des espaces à côté pour qu'on puisse venir et travailler avec eux, ou travailler pas très proche de nos équipes. Mais voilà, ça dépend des intentions. Et je pense que finalement, c'est dans la notion des données, on continue dans la notion de choix et contrôle. Si on a une variété de postures, une variété de lieux, une variété de destinations, c'est finalement l'utilisateur qui sait quel est son objectif. Est-ce que je veux connecter? Est-ce que j'ai besoin de m'isoler? Est-ce que j'ai besoin d'aller m'asseoir avec mon équipe? Il faut penser un peu à tous les usages pour pouvoir donner les options et que les gens se sentent bien. Une Prochaine dernière question question. peut-être? Oui. Est-ce que tout le monde est capable de réaménager son espace de travail en se renseignant ou faut-il faire appel à un expert? Oh là, ça dépend. J'ai envie de dire, ça dépend de l'organisation. Peut-être c'est très facile parce qu'on a travaillé aussi, pas mal avec des accélérateurs et des startups. Et je sais que par exemple, la situation d'une startup, peut-être on est à 5, on est à 4, c'est très facile de se parler et de dire qu'est-ce qui fait de sens pour moi, achète une chaise, amène-la là, on l'aménage comme ça. Donc, c'est pas la même chose, on n'est pas dans la même situation que quand on a une structure, une organisation qui est beaucoup plus formelle, plus grande et où il faut prendre en compte les besoins de plusieurs services, plusieurs personnes. Et là, ce qui aide en fait quand vous faites appel à un expert, ça peut, le besoin peut varier. Hein. Ça peut être un besoin très 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 spécifique, juste pour dire je veux une meilleure son des collaborations. Et là, quelqu'un, par exemple, qui vend du mobilier chez Steelcase peut vous dire, voilà les options qu'on a, voilà à quoi ça sert, voilà qu'est-ce qui favorise, etc. Si c'est une notion en plus, je veux changer les espaces, mais parce que je veux changer une culture, ou parce que je veux changer la façon dont on travaille, là, je pense que oui, il faut absolument ne pas hésiter et travailler avec un expert parce qu'il y a une notion d'outillage, il y a une notion de méthodologie, il y a aussi tout le savoir-faire et les connaissances de ce qui a marché ou pas marché pour les autres. Donc, il ne faut pas hésiter. Mais il y en a pour tous les niveaux, hein, de conseils jusqu'à conseils plus. Donc, J'aimerais Un juste immense, finir par un auditeur qui nous dit super présentation. Merci Sandra. merci beaucoup. merveilleux. Je me joins à cet auditeur pour vous remercier du fond du cœur, Sandra, pour cette explication, cette présentation magnifique et puis ces conseils très concrets
à travers les 5 axes de réflexion que vous nous avez proposés aujourd'hui pour repenser son mode de travail et aménager ses bureaux pour bien sûr plus de productivité, mais surtout pour assurer le bien-être et la cohérence de l'entreprise. Un grand merci Sandra, à Merci très à vous. bientôt. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Bruno Lenoble, associé fondateur de Valtao, qui va nous parler du thème déstresser en 1 minute, les 3 niveaux du zen pour maîtriser les moments de vérité de sa vie professionnelle. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à la semaine prochaine. Au revoir.